Toujours un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Au Burkina Faso, le nouvel homme fort du pays est le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. En effet, à la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, il a renversé avec ses hommes le président Roch Marc Christian Kaboré, un coup d'État qui intervient près de 2 ans après sa réélection pour un second mandat. Ce coup d'État au Burkina Faso témoigne-t-il de l'échec des gouvernements démocrates à régler la question sécuritaire dans le pays? Quelle transition au Burkina Faso? Le développement en première partie d'émission. Et en République de Guinée, le président de la transition, le colonel Doumbouya, a choisi dans sa Kourouma pour diriger le tout nouveau Conseil national de transition, un choix déjà contesté par la plateforme des partis politiques guinéens. Le Conseil national de transition guinéen va être la nouvelle instance législative et sera chargé de définir la durée de la transition. Quelle transition en Guinée et quelle priorité pour le gouvernement de transition? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec M. René Massigue-Diouf. Vous êtes journaliste et docteur en sciences politiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Et en face de vous, un autre confrère, M. Mamgor Ngom. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci également à vous d'être avec nous. Merci de votre invitation. Et je reste avec vous d'ailleurs, Mamgor. Selon les soldats du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, auteur du putsch au Burkina, Kaboré n'a pas réussi à unir la nation et à gérer efficacement la crise sécuritaire qui menace les fondements même de la nation. Que pensez-vous de cette déclaration des autorités militaires du pays? Parce que souvent, après un putsch, c'est ce qu'avancent tous les militaires quasiment. D'abord, on dénonce le putsch. Tout républicain ne peut être d'accord avec un putsch militaire, un coup d'État. Mais ce que les militaires déclarent, leur déclaration recoupe en réalité ce que beaucoup de Burkinabés pensent de la situation. Parce que tout le monde sait que la situation sécuritaire au Burkina Faso est très, très grave. C'est une situation qui inquiète. Récemment, il y avait une vingtaine de gendarmes qui ont été tués. Il y a aussi presque à Inata, précisément, quotidiennement, on voit des drames, on voit beaucoup de difficultés. Au-delà même des difficultés sécuritaires, il y a cette crise réelle qui est engendrée par une crise de la Covid-19 qui a tué une économie qui était déjà chancelante. Donc, ce que disent les militaires, bon, il y a beaucoup de zones de vérité, il y a beaucoup de véracité dans leurs propos, même si on ne peut pas, comme je l'ai dit, être d'accord avec un coup d'État. Mais est-ce que cela aussi, vu sous cet angle-là, est-ce que cela ne représente pas aussi une menace pour la plupart de nos États, surtout dans la zone Sahel ou bien en Afrique occidentale? Parce qu'aujourd'hui, la même situation sécuritaire, c'est ce qu'on voit au Mali. Et c'est l'argument également avancé par la junte malienne. C'est la même situation également qu'on voit au Tchad, qui est le pays qui fournit le plus de soldats aussi dans la zone Sahel. Et c'est également l'argument qui avait été avancé par l'armée pour mettre en place ou bien pour installer des BIFIS. Aujourd'hui aussi, est-ce que ce n'est pas risqué donc pour les gouvernements démocratiquement élus en Afrique occidentale si à chaque fois on avance cet argument de la sécurité ou d'une mauvaise gestion de ceux qui sont élus? Malheureusement, on ne peut que faire un constat. Le constat est qu'il y a ce qu'on appelle une épidémie de coups d'État en Afrique. 3 déjà en 18 mois. 3 en 18 mois. 2 au Mali, 1 au Burkina. Oui, et 4 même, on peut dire, oui. 2 au Mali, le dernier coup d'État au Burkina et le coup d'État en Guinée. Oui, et puis si on élargit, il y a le Soudan, il y a le Tchad. Donc au moins, on a 6 coups d'État en Afrique. Donc le constat, hier j'ai entendu mardi la réaction fraîche du président Macron. C'est comme il parlait pour les militaires. Lui, il essayait, bon, c'est la lecture que j'en fais, il essayait de justifier ce coup d'État. Il était beaucoup plus préoccupé par l'intégrité physique du président Kaboré, mais il a presque accepté
Bon, il est dit que la CEDEAO qui est derrière a condamné, lui aussi il ne peut que condamner. Mais il avait essayé de justifier. Souvent, c'est ce que les auteurs de coup d'État, c'est ce qu'ils disent. Souvent, ils parlent de sécurité, d'insécurité, souvent ils parlent de démocratie. Même si en réalité, ça peut ne pas être leur profond ressentiment ou bien ce qu'ils veulent faire au juste. Mais dans ce cas du Burkina Faso, c'est clair que le coup d'État a été causé par un déficit au niveau de la gouvernance, par un problème de sécurité. Souvent, il y a même la société civile qui est plus ou moins amorphe, qui n'a pas su réagir pour dénoncer, comme ça se fait souvent. Il y a aussi les populations qui n'ont pas dénoncé. Bon, au contraire, il y a même des scènes de joie, des manifestations pour soutenir les militaires. On reste même sur ce point-là. Les manifestations pour soutenir les putsch, René, de plus en plus, on voit que ce soit au Mali, que ce soit en Guinée ou bien même dernièrement au Burkina, on a vu après les coups d'État des milliers de personnes sortir dans les rues pour manifester leur joie ou bien pour manifester leur solidarité aux militaires putschistes. Ce soutien croissant des populations aux militaires ne témoigne-t-il pas aussi en quelque sorte d'un échec des gouvernements démocrates dans leur gouvernance? Il faut le constater, le bon accueil réservé aux putschistes quand même amplifie le phénomène. Je crois que c'est ça qui s'est passé dans pas mal de pays de la sous-région qui ont été victimes de coups d'État, particulièrement les pays que vous avez cités. Les populations sont très réceptives de plus en plus aux messages lancés par les soldats qui sont sur place. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent ce phénomène, surtout que les attentes n'ont pas été totalement prises en charge par les gouvernants en place, surtout par les gouvernements démocratiquement mis en place par les populations. Et ensuite, il y a beaucoup de vacuité dans la manière même de prendre en charge certaines préoccupations des populations. Donc ça fait que les populations sont dans le désespoir. Les populations sont plus ou moins préoccupées par leur sort qui sont déterminés par l'absence de politique économique capable de leur faire de répondre favorablement à leurs aspirations de manière générale. Et donc, les processus démocratiques ayant atteint leurs limites, ça fait que les populations se tournent de plus en plus vers les putschistes. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on assiste à un retour en arrière, en fait, parce que les putschistes étaient aussi considérés comme des messies vers les années 1990. Le processus a été plus ou moins découragé par des politiques qui ont été mises en place par aussi bien les instances internationales africaines que la CEDEAO, mais il faut reconnaître que de plus en plus le phénomène est en train aussi de reprendre du poil de la bête. Mais qu'est-ce qui explique cela selon vous, René? Qu'est-ce qui explique qu'on ait l'impression, malgré tous les dispositifs mis en place, que ce soit sur le plan législatif ou réglementaire, il y a des mesures en tout cas, ou bien un dispositif qui a été en place pour dissuader de telles pratiques, mais on constate dernièrement que de plus en plus ça revient. Ce recul-là, qu'est-ce qu'il explique selon vous, ce retour des coups d'État sur le continent? Ce qu'il explique en partie, c'est l'ampleur de la déception des populations par rapport aux politiques mises en place par les gouvernants. Ça, c'est une première explication. La deuxième explication, c'est aussi l'ampleur des attentes. Les populations attendent beaucoup des gouvernements démocratiquement élus. C'est l'une des raisons pour lesquelles dans plusieurs pays maintenant, vous avez vu qu'il y a des pouvoirs qui ne font même plus de mandat. Donc, à l'issue d'un seul mandat, il y a l'usure du pouvoir parce que les attentes n'ont pas été satisfaites. Parce que peut-être ce qui a été annoncé comme programme pouvant venir en aide aux populations, pouvant les aider à avancer dans leur développement économique, n'ont pas répondu en tout cas de manière adéquate aux attentes de ces populations. Donc, il y a ça. Mais je crois qu'il faut revenir sur un fait qui a été évoqué. C'est le fait sécuritaire qui est en train de prendre de l'ampleur dans nos pays. Donc, il y a la question du terrorisme qui a pratiquement renverser les paradigmes, mais aussi il y a des facteurs liés un peu à la gestion effectivement de la maladie, de la pandémie de Covid-19, mais aussi d'autres facteurs s'y sont greffés. Et aussi le fait que, par exemple, nos États ne disposent plus de moyens adéquats pour faire face, surtout du point de vue militaire, pour faire face à certaines mutations dans la gestion un peu des frontières. Donc il y a un ensemble de cela, mais ce que je voudrais ajouter comme élément, c'est que aussi les putschistes trouvent toujours un prétexte pour faire un coup d'État.
Et on pourra peut-être dans le débat avancer sur les prétextes, sur le fait par exemple que Mame Gor l'a déjà évoqué, sur la guerre qui s'est déclarée entre par exemple les Russes pour des intérêts géostratégiques, les Russes et les Occidentaux. Ça aussi, ça peut expliquer en partie, ça encourage aussi les soldats à prendre le pouvoir dans nos États. Nous y reviendrons d'ailleurs plus globalement. J'en viens à vous, Mame Gor, commandant à Ouagadougou de la 3e zone militaire couvrant l'est du pays. Le lieutenant-colonel Damiba, président de la junte militaire burkinabé, est un soldat de terrain qui est spécialiste de la lutte contre les terroristes qu'il a combattus dans leurs bastions au nord et à l'est autant pour moi du Burkina. Qu'est-ce qui explique qu'un officier qui a sauvé son pays d'un coup d'État en 2015 face au général Diendéré, puis 7 ans plus tard mener un coup d'État contre le même président, à savoir le président Roch-Marc Christian Kaboré? Oui, vu son parcours, on sent qu'il a une tête bien faite. Bon, il a de l'expérience, il a même écrit un livre sur le terrorisme. Donc c'est quelqu'un qui est dans le milieu, quoi, qui est dans son élément. Donc ce qui explique le coup d'État, il l'a déjà dit. Il a parlé, lui, je pense qu'il parle en connaissance de cause. Il était aussi du régiment présidentiel, de la garde présidentielle avec du temps de Blaise Compaoré. Bon, il a quitté. Il a commandé de 2003 à 2011. Oui, après il a quitté en 2011, à la suite d'une mutinerie. Mais il a donné ses raisons. Peut-être à ses yeux, la situation était devenue catastrophique. Et puis la situation était catastrophique. Quand des populations se lèvent pour barrer la route à un convoi de l'armée française, ça c'est assez catastrophique. Quand des terroristes vont dans des villages, décapitent les gens, tuent même l'armée. Et quand au niveau même de l'armée, il y a un manque de moyens pour faire face au terrorisme, pour faire face aux bandits, parce que les terroristes aussi, ce sont des bandits, pour faire face aux bandits, et qu'au niveau même de l'armée, il y a des voix. Bon, c'est une grande muette, mais il y a des voix qui se font de plus en plus entendre, et qu'il y a des voix qui font écho au niveau des populations, et que les populations se lèvent à plusieurs reprises. Elles ont manifesté pour dire que l'armée devait avoir des moyens. Donc ça, je pense que c'est assez illustratif. L'autre grille, on doit pouvoir interroger nos modèles démocratiques. Parce que je ne peux pas comprendre un président qui vient d'être élu 2 ans, peut-être pas plus, un peu moins de 2 ans au pouvoir. C'est comme le cas avec Alpha Condé, et qui est renversé comme ça. Et que les populations se lèvent pour applaudir une bonne partie de la population, du moins, parce qu'on donne souvent trop de trucs aux populations. On dit que ce sont les populations. On constate aussi que depuis quelques années en Afrique, lors de nos élections aussi, on a des taux de participation également assez faibles. Et l'élection au Burkina aussi n'a pas pu être organisée sur une bonne partie du territoire, surtout à cause de ce problème sécuritaire. Donc c'est pourquoi souvent, il y a un déficit vraiment de légitimité de ceux qui sont élus. Même ici dans nos pays qui sont plus ou moins calmes, qui n'ont pas beaucoup de problèmes, les gens ne votent pas. Il y a une petite partie des populations qui votent. Donc si on prend en considération ce qui se passe au Burkina, où une bonne partie du pays est gérée par des rebelles, par des terroristes, ça, on sent nettement qu'il y a des problèmes de légitimité de nos présidents. Donc si on n'a pas assez de légitimité, si on n'a pas bien élu, même si sur la forme il y a une élection, souvent ça peut poser problème. C'est pourquoi quand des militaires se lèvent pour prendre le pouvoir, et que même les citoyens, parce qu'au Burkina Faso, c'est un peuple aussi qui sait dire non. Mais quand des citoyens, la société civile, le Burkina Faso a une société civile très, très, très forte, comme le Balai citoyen et autres, bon, l'équivalent de Yaramar ici. Bon. Mais ils n'ont rien dit, ils n'ont pas contesté en réalité. Même s'il y a quelques personnalités qui ont dénoncé une dénonciation de principe, mais elles n'ont pas contesté comme il le faut ce putsch. Donc, cela veut dire qu'il y a des problèmes. Au-delà des problèmes sécuritaires, il y a des problèmes au niveau de la gestion du pays.
Et par rapport à ce que Mamgour a soulevé tout à l'heure, René, à savoir la situation même que vivent les soldats sur le terrain, des situations difficiles, parfois les soldats ont même des problèmes logistiques ou bien du mal même à subvenir à leurs besoins ou bien à manger à leur faim. Est-ce que dans cette situation-là également, les officiers militaires burkinabés n'ont pas une certaine responsabilité? Puisqu'on se rappelle, il y a quelques mois, le président Roch-Marc Christian Kaboré avait même parlé de cela, qu'il y avait des officiers qui détournaient de l'argent ou bien des moyens qui devaient aller aux hommes sur le terrain. Donc l'armée, ce qu'elle est en train de dénoncer au Burkina, est-ce qu'elle n'est pas en partie aussi responsable? Oui, l'armée est en partie responsable, surtout les officiers supérieurs. C'est ça que je voulais dire, surtout les officiers supérieurs, à commencer par la hiérarchie militaire, depuis le sommet jusqu'en bas, en fait, parce que c'est eux qui sont chargés de l'approvisionnement des troupes, surtout dans les zones les plus reculées du pays. Mais on sait qu'aussi l'accès à certaines zones, surtout pendant le conflit, est un peu difficile, surtout la zone des 3 frontières, surtout particulièrement la frontière entre le Burkina et le Mali. C'est une zone extrêmement difficile où, quand même, pour y accéder, il faut faire preuve de stratégie militaire pour pouvoir y accéder. Donc ça fait aussi que certaines parties, certains soldats qui servent dans certaines zones sont coupés du reste. Et pour l'approvisionnement, ça peut prendre beaucoup de temps. Le deuxième facteur, c'est que aussi on fait face à une hiérarchie militaire qui, de plus en plus, ne s'intéresse plus qu'aux questions purement militaires, mais aussi veut s'enrichir, comme les gouvernants le font dans nos États, depuis, surtout en l'absence de facteurs qui puissent faire en sorte de réguler la gestion financière au sein des armées. Ici, dans nos pays, la fragilité de la défense, la fragilité des questions de démocratie a fait qu'on est très friand quand on parle, par exemple, de l'armée. Il y a même ici dans nos pays, on ne peut pas se prononcer. La presse ne peut pas sortir d'éléments d'information sur l'armée. On parle souvent de secret défense. Voilà, de secret défense, parce que tu peux effectivement tomber sous le coup de la loi. Et donc ça fait que c'est une zone qui est réservée, les officiers en profitent pour faire ce qu'ils veulent. Maintenant, la dernière considération, et ça c'est la situation qu'on a remarquée, cette situation évoquée au Burkina Faso, c'est la même situation qui s'est posée au Nord Mali aussi en un moment sous Ibrahim Boubacar Keïta. Le prétexte a été ça. Maintenant, moi, ce que je veux dire par rapport à l'armée, c'est qu'en période de conflit, il n'y a pas de zone de privilège où tu peux avoir la quiétude qu'il faut. Ça n'existe nulle part. C'est pour cela que les militaires sont bien approvisionnés avant. Parce qu'ils ont des sacs où on peut mettre des choses qui puissent leur permettre un peu de tenir pendant 2 à 3 jours. Et même au-delà, jusqu'à 1 semaine, en fait. Et donc, souvent, les zones de conflit sont des zones très difficiles, liées à l'accès, mais aussi liées au fait que, même en voulant vous approvisionner, l'État peut tomber dans le piège, par exemple, des groupes ennemis. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut peut-être relativiser cette question d'approvisionnement, etc., etc. Les armées ont toujours brillé là où, par exemple, il y a de l'obscurité en matière de guerre, en matière de conflit. Et c'est ça qui me pousse aussi à interroger davantage la motivation des putschistes en vérité. Et donc, ça revient à la question de départ. Qu'est-ce qui les motive? Est-ce que c'est la fragilité sécuritaire? Est-ce que c'est le manque de moyens? C'est d'ailleurs là où je voulais en venir, puisque dans son livre intitulé Armée africaine et terrorisme, réponse incertaine, point d'interrogation, publié en 2021 aux éditions des 3 colonnes, le lieutenant-colonel Damiba, auteur du putsch au Burkina, disait, je cite, « De toute évidence, les tendances actuelles nous interdisent de croire à une éradication totale ou à un anéantissement du phénomène du terrorisme dans la prochaine décennie. Si bien que les armées africaines seront davantage mobilisées et engagées dans la lutte. » Aujourd'hui, face à cette situation-là, ou bien cette lecture que lui-même, qui est un homme du sérail, cette lecture qu'il a eu à faire de la situation, donc les coups d'État, est-ce alors une solution face à la situation sécuritaire, alors que c'est ce qu'ils ont avancé, eux, pour justifier leur coup d'État? Mais les coups d'État ne peuvent jamais constituer une solution. Par exemple, pour nos États, moi je crois qu'il faut poursuivre dans la dynamique des processus démocratiques qui ont donné des résultats clairs. Moi, je crois que les militaires qui arrivent au pouvoir, souvent ne sont plus dans les mêmes dynamiques, par exemple, qu'un civil qui arrive au pouvoir. Il y a beaucoup de particularités, il y a beaucoup de faits qui accréditent la thèse selon laquelle, par exemple, les soldats qui arrivent au pouvoir ne gèrent pas forcément les questions liées à la sécurité, ne sont pas tout le temps préoccupés par le sort des populations. On l'a vu un peu partout, on n'a pas besoin de donner des exemples,
même dans la sous-région, les militaires qui arrivent au pouvoir, ils ont tendance à vouloir pérenniser leur pouvoir. Donc c'est pour ça que le pouvoir militaire n'est jamais une solution. Ça, il faut le dire ainsi. La deuxième chose qu'on peut dire aussi, c'est que quoi qu'il advienne, la démocratie, peut-être c'est, comme disait l'autre, c'est un pouvoir, mais quand même c'est l'un des meilleurs systèmes politiques. C'est quand même le moindre mal. Voilà, le moindre mal, il faut le dire. Parce qu'en démocratie, vous avez l'expression libre des populations. Les populations peuvent dire ce qu'ils pensent du matin au soir. Ici au Sénégal, par exemple, on a le sens, par exemple, de l'humour et de la satire sur les réseaux sociaux. Et même à travers sur les ondes de nos médias, chacun peut se lever et dire ce qu'ils veulent du président de la République, sans pour autant être sous le coup d'une quelconque loi. Ce n'est pas le cas dans les régimes militaires. Et donc, il faut relever ce fait. La deuxième chose aussi, c'est que pour que nos sociétés progressent, il faut un concours pratiquement de tous ces citoyens. Et ce n'est pas toujours le cas dans les régimes autoritaires, issus surtout des coups d'État. Et il y a on peut donner beaucoup d'exemples sur le continent africain, mais aussi dans d'autres. Et ça aussi, c'est un facteur d'instabilité. Regardez les pouvoirs qui sont venus, les personnes qui sont venues, les régimes qui ont acquis leur pouvoir par les armes. En un moment, ils ont une fragilité sécuritaire parce que le régime n'étant pas ouvert, d'autres acteurs sont obligés de vouloir conquérir le pouvoir aussi par les armes et ça crée de l'instabilité. On peut citer l'exemple du Tchad d'Idriss Déby qui a pendant longtemps qui est venu par les armes, mais aussi qui a fermé le champ politique à telle enseigne que les acteurs qui veulent contribuer... même un problème de confiance après entre eux, entre auteurs du putschisme ou bien entre auteurs du putschisme et l'autre frange de l'armée. Oui, absolument. Ça aussi, ça se pose. Ça se pose quand un régime militaire arrive au pouvoir. Souvent, la première chose qu'il faut faire, c'est se liquider entre eux. Surtout liquider les têtes brûlées, les gens dont on soupçonne qu'ils peuvent prendre votre place. C'est arrivé au Burkina Faso sous Blaise Compaoré, c'est arrivé aussi en RDC, c'est arrivé au Tchad même, c'est arrivé aussi en Guinée tout proche. Rappelez-vous de l'épisode d'Addis et Toumba Diakité. Et donc, les régimes qui arrivent, les soldats qui arrivent au pouvoir, la première chose c'est de faire en sorte de ne plus être encombrés par des gens qui sont sur les principes. Et malheureusement, ça crée une tragédie au sein même du régime et ça aussi, ça fait que les préoccupations des populations sont tournées ailleurs. Parce que quand vous arrivez, on vous applaudit comme on le constate ici actuellement, c'est pour des préoccupations bien déterminées. Et au bout de quelques temps, si on ne voit pas ça, parce que peut-être il y a des querelles internes qui font que les objectifs, les orientations sont tournées ailleurs, ça aussi, ça laisse à désirer et ça crée, c'est aussi un facteur supplémentaire d'instabilité pour nos pays. Mamgour, on reste toujours avec Damiba, le lieutenant-colonel Damiba, qui a été de 2003 à 2011, vous aviez commencé à développer là-dessus, commandant de compagnie au régiment de sécurité présidentielle, l'ex-garde rapproché de Blaise Compaoré. Aujourd'hui, avec ce putsch militaire, qu'est-ce qu'il en sera selon vous? Ou bien, quel est l'avenir aujourd'hui du procès en cours, le procès Thomas Sankara, face à cette situation que connaît le pays? Bon, un coup d'État aussi, le danger, ce qui est dommage, c'est que c'est une parenthèse pour une démocratie. Donc, beaucoup de choses vont rester à l'état jusqu'à ce qu'on reprenne la vitalité démocratique. Pour le moment, malheureusement, c'est ça. Donc, le procès, même dans les premières heures du coup d'État, on parlait de libération de Diendéré et tout. Bon, c'était des informations qui n'étaient pas fondées, parce que ce serait vraiment une catastrophe. Donc, eux, ils ont des motivations saines, même s'ils ont fait un coup. Ils font état de motivation saine. Parce qu'entre ce qu'ils disent et ce qu'il en est en réalité, souvent, le fossé est très grand. Donc, ils ont des motivations. Maintenant, ils doivent vite, ici et maintenant, passer à autre chose. Proposer une transition acceptable et que la démocratie suive son cours. Parce qu'au corps défendant des chefs d'État de la zone, Ibrahim Boubacar Keïta, comme Kaboré, souvent ils ont les mains liées face à l'insécurité. On a vu Ibeka à plusieurs reprises dire que on nous impose de discuter avec des islamistes alors que c'est dans notre propre pays et tout. Il y a des causes externes qu'on ne peut pas mettre à la marche. Au Burkina Faso, si le coup d'État a été... si les militaires ont réussi à perpétrer un coup d'État avec une facilité relative, ce n'est pas parce qu'ils ont ces forces. On n'a pas les informations, mais c'est sûr qu'ils ont des soutiens. Peut-être des soutiens qu'on ne voit pas, invisibles, parce que c'est une zone géostratégique
importante qui intéresse les Français, qui intéresse les Russes, qui intéresse toutes les puissances, même les Chinois, toutes les puissances mondiales. Donc il y a des choses qui se jouent là-bas. Donc, il y a forcément des intérêts. Il y a ces intérêts sont, souvent, c'est le choc des intérêts. Et par rapport à ces intérêts, on voit que les sanctions prises dernièrement par la CEDEAO et l'UEMOA contre le Mali ne semblent pas dissuader aujourd'hui les militaires, puisqu'à la suite, il y a eu le coup d'État au Burkina. Est-ce que cela aussi ne remet pas en cause la crédibilité des décisions ou bien de la façon de la CEDEAO de gérer ce genre de crise, surtout de gérer les putschs militaires? Comme je le disais, la CEDEAO, c'est une instance, on dit souvent c'est l'instance d'intégration la plus aboutie en Afrique. Mais malheureusement, la CEDEAO se perd souvent dans des contradictions. Parce qu'à côté des coups d'État, comme on le dit de manière simple, à côté des coups d'État, des putschs, il y a des coups d'État constitutionnels, il y a des pays dans lesquels les chefs d'État agissent en monarque, tuent souvent en prison des opposants, la société civile est à terre, la presse est à terre, alors que la CEDEAO n'est pas capable de dire non ou bien n'est même pas capable de faire un communiqué pour dénoncer. Aujourd'hui, si on se rend compte qu'il y a des militaires qui viennent après, à l'issue de beaucoup de problèmes, après avoir constaté une situation grave, constatée même au niveau des populations, comme c'était le cas au Mali, aujourd'hui au Burkina. Parce que le cas malien et le cas burkinabé, il y a beaucoup de ressemblances. Parce que souvent, il y avait une forte mobilisation des populations. La mobilisation était beaucoup plus grande au Mali avec l'imam Dicko, mais au Burkina, on sent que les populations étaient très engagées. Mais quand tu vois des jeunes prendre des lance-pierres pour vouloir se battre, ils disent se battre contre la France, ou bien s'engager pour sauver une armée. Quand des populations se lèvent pour dire que l'armée est fatiguée, notre armée nationale est fatiguée, il faut que le pouvoir fasse des efforts pour les aider à mieux défendre l'intégrité territoriale. Je pense que ça, c'est des choses à observer et à analyser à leur juste raison. Donc, c'est ce qui fait que, souvent, la CEDEAO est en marge des aspirations des populations. Les populations, la CEDEAO doit pouvoir chercher pourquoi elle est si impopulaire. C'est une bonne instance, elle est censée être là pour les populations. Pourquoi elle est si impopulaire au point que des populations se lèvent pour défendre des militaires, des putschistes. Donc je pense que ça, c'est une question. Si une réponse à cette question une bonne réponse à cette question pourrait régler beaucoup de choses. Et parlant aussi de putschistes, en deuxième partie d'émission, nous parlerons de la Guinée, de la République de Guinée, où il sera question de parler de la transition et du nouveau Conseil national de transition mis en place. Ce sera juste tout de suite. De retour sur ce plateau du débrief pour la seconde et dernière partie. Et je démarre avec vous, René. Aujourd'hui, à peine mis sur pied, le Conseil national de transition guinéen est déjà contesté. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, cette contestation précoce, si je peux l'appeler ainsi? Il y a beaucoup de facteurs, dont les contradictions internes qui continuent à se manifester au sein même de la classe politique guinéenne. Donc, d'une part, vous avez un système politique qui est plus ou moins ouvert, et à l'interne, vous rencontrez une manifestation d'opinions, de points de vue divers et d'orientations aussi diverses. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que, au sein de l'organe de transition mis en place par le régime, par les putschistes, on assiste quand même à des contradictions. Il faut se dire quand même que dès le départ, les nouvelles autorités guinéennes ont voulu être inclusives, en faisant en sorte, par exemple, que le choix des personnalités, les représentants, les partis politiques au sein de l'organe puissent venir des instances politiques. Et donc, il y a des propositions qui ont été faites, et je crois qu'il y a des noms de plus de 700 personnes qui ont été envoyées pour un organe, une instance qui doit
rassemblait tout au plus 81 personnes. Donc vous voyez que ça pose problème dès le départ. Mais aussi les orientations n'étaient pas claires. Parce que quand vous mettez en place, il y a certes une charte de la transition, puisque la Constitution n'existe plus, les lois et certaines institutions sont pratiquement en berne à cause de l'État, à cause du coup d'État. Et donc ça fait que la Guinée doit partir sur de nouvelles bases et la Guinée doit être gouvernée aussi sur des faits nouveaux et sur des textes qui puissent permettre l'expression démocratique de manière générale. Et donc ce sont ces contradictions-là qui se sont poursuivies et aussi la nomination de certaines personnalités au sein de l'organe, parce que la personnalité qui dirige particulièrement l'instance a été jugée, surtout par la classe politique et les observateurs, surtout la société civile, comme étant particulièrement proche, par exemple, du régime précédent, surtout d'un conseiller. Du dernier premier ministre d'Alpha Condé. Et donc, alors que pour les partis politiques, on doit faire table rase, comme d'ailleurs le colonel Doumbouya l'a déjà commencé. Il est venu, il est dans une sorte de nettoyage de pratiquement tous les circuits de l'État. Et ça a abouti à la mise en place non seulement de nouvelles instances, mais aussi ça aboutit à une nouvelle révolution qui se manifeste par exemple par la création aussi de nouveaux organes liés à l'État. Et donc tout ça pour faire en sorte par exemple que la Guinée parte sur de bonnes bases. Malheureusement ça n'a pas été le cas. La contestation est en train de prendre le dessus par exemple sur ce qui devait être les orientations un peu de cet organe. Et donc les orientations ne sont pas précises et c'est ça qui a abouti à la mise en place de la plateforme des partis politiques de manière générale pour proposer aux autorités guinéennes de nouvelles démarches et de faire en sorte, par exemple, d'avoir une ligne claire pour ce qui concerne le fonctionnement de cette instance. D'ailleurs, les contestations viennent surtout même de cette plateforme des partis politiques guinéennes, une plateforme qui regroupe une centaine de partis politiques et une plateforme qui est également dirigée par l'opposant Cellou Dalein Diallo, l'opposant à l'ancien régime, bien sûr, d'Alpha Condé. Absolument, juste pour ajouter un élément avant élément sur cette plateforme. C'est une plateforme quand même qui est là et qui a constaté quand même qu'il n'y a pas de ligne claire, de ligne directrice claire par rapport aux orientations, à ce qui devait être arrêté, ce qui devait être défini comme orientation pour l'organe. Et donc, c'est pour ça que dès que cette plateforme est arrivée, elle est en train de mettre en place un certain nombre de choses pour pouvoir proposer quelque chose à la junte, aux putschistes, mais aussi pour que l'organe, l'instance, puisse avoir une idée claire de là où on l'attend. Et donc, je crois que c'est là où ils en sont. Et malheureusement, c'est ça qui a abri. Alors, parce que quand même, il faut le dire, depuis quand même, ça fait 3 à 4 mois. Nous sommes à 5 mois quasiment. 5 mois déjà après la prise du pouvoir par l'armée et il n'y a pas d'orientation claire. Alors qu'il devait annoncer un calendrier réel et raisonnable, un calendrier vraiment réaliste de la fin, par exemple, de la transition. Par rapport à ce calendrier, même la promesse du nouvel homme fort en Guinée, à savoir le colonel Mamadi Doumbouya, c'est que ce sera au Conseil national de transition de définir la durée de cette transition-là. Mais dans son schéma pour cette transition, le Comité national du redressement pour le développement veut faire endosser la durée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le CNT. Mais est-ce que cela ne pose pas problème, Mamgoor, surtout après 5 mois à la tête du pays? René l'a dit tout à l'heure. Est-ce que cela ne pose pas problème? Est-ce que ce n'est pas une façon, par exemple, de vouloir légitimer leur choix par le Conseil national de transition? Si l'on sait qu'il y a juste quelques mois, tout au début du putsch, il y avait le Danfa Kourouma, qui est l'actuel président, avait proposé une transition de 3 ans. Aujourd'hui, est-ce que cela ne pose pas problème de vouloir confier cela au CNT déjà après 5 mois, sans orientation claire, sans un chronogramme et un délai clair de cette transition guinéenne? Oui, ça donne raison à ceux qui pensent que les militaires sont en train de faire des subterfuges pour pérenniser leur règne. Bon, c'est un peu ce qui s'est passé au Mali. Ce qu'on reproche... Mais au moins au Mali, au début, on avait une idée claire de la durée. Mais même ici, en Guinée, il y avait des intentions. C'est pourquoi je me dis que quand on prend le pouvoir des militaires, peut-être ils peuvent avoir une facilité relative pour prendre le pouvoir. Mais il est difficile de l'exercer. Aujourd'hui, il montre qu'il est difficile d'exercer le pouvoir. Parce qu'exercer un pouvoir, ça dépasse des actes symboliques. Ça dépasse les beaux discours, les bons discours. Ça dépasse souvent les actes spectaculaires, même si le colonel Doumbouya n'en fait pas autant que Dadis.
Mais ça, bon, on a vu à la télé des gouvernements habillés en tenue militaire et tout. Mais ça dépasse ces petits actes. Il faut une idée claire de la situation, mais 5 mois après, on se cherche. On a l'impression que les militaires guinéens se cherchent. C'est que si on veut confier la transition, le truc de la durée surtout, à un comité, je ne sais pas quoi, ça risque d'avoir la même situation qu'au Mali. Parce que les gens peuvent proposer un an de 6 mois à 5 ans, ou bien ça dépend. Les gens, ils vont penser, ils donnent l'impression d'être légitimés par des citoyens, par des hommes politiques indépendants. D'autant plus que toutes les couches de la société guinéenne, ils sont représentés. Oui, donc ça, c'est une fausse impression. Ça peut donner une fausse impression d'être légitimé par toutes les couches de la population. On va dire que toutes les couches de la population, tous les partis politiques, la société civile, après des salamalek ou bien après des réunions, des réunions à n'en plus finir souvent, ont décidé de la durée de la transition. Donc ça pose problème. Comme au Mali, la même situation au Mali peut revenir en Guinée malheureusement. Et pour cette transition d'ailleurs en Guinée, dans la feuille de route présentée par le Premier ministre Béavogui, et une feuille de route qui porte sur 5 axes que sont la rectification institutionnelle, le cadre macroéconomique et financier, le cadre légal et la gouvernance, l'action sociale, l'emploi et l'employabilité, les infrastructures et l'assainissement. Mais certains de ces axes, est-ce que cela relève d'un gouvernement de transition? Non, c'est clair que pour ça, il faut des coups de franche. Il faut une certaine légitimité. Il faut une politique sérieuse basée sur une vision souvent commune, ou bien, je ne dirais pas éclairée, mais une vision bien rigoureuse pour pouvoir progresser. Mais sinon, c'est des vœux pieux. On déclame, depuis qu'ils sont là, ils déclament des vœux pieux. C'est vrai qu'avec Alpha Condé, la situation était catastrophique. Les Guinéens étaient en train de vivoter. Tous les piliers de la démocratie étaient à terre. Mais aujourd'hui aussi, on se rend compte que 5 mois après, ça ne bouge pas, ça ne décolle pas. Donc, pour que ça décolle, il faut une gouvernance, surtout ceux qui sont à la tête, le colonel Doumbouya, et ceux qui sont à la tête, ceux qui ont pris la responsabilité pour faire avancer les choses, il faut qu'ils aient la volonté de faire avancer les choses. Sinon, on peut aller, si 1 an, 2 ans, les choses ne bougent pas. Parce qu'ils n'ont rien fait. Alors que beaucoup d'espoir était porté sur eux quand même. Après la dure réalité, beaucoup d'espoir était porté sur eux. Mais si on est réaliste, on se rend compte que ça ne bouge pas. Et si les choses ne bougent pas, ça risque de créer d'autres problèmes. Des problèmes internes au niveau de la junte, des problèmes internes, des problèmes même au niveau des partis politiques. Parce qu'il y a des voix, de fortes voix, qui commencent à contester. Au niveau de la population, les attentes sont très grandes. Le pays est entre parenthèses comme au Mali. Donc il faut vraiment de la volonté et une vision très claire. Malheureusement, les militaires donnent l'impression de personnes qui se cherchent. Même si aujourd'hui quand même la durée n'est pas encore connue en Guinée, au moins je pense qu'ils ont répondu à certaines demandes de la CEDEAO, à savoir la mise sur pied d'un gouvernement inclusif qui existe déjà dirigé par Béavogui, aussi le CNT qui était également une demande forte de la CEDEAO également, à savoir le Conseil national de transition, mais quand même des choses restent à être faites. Et le plus important, surtout en Guinée, le plus important c'est la refondation même de l'État. Et j'en viens à vous René, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne, a rendu public cette liste-là de 81 membres du CNT, ainsi que son président, le médecin Dansa Kourouma. Aujourd'hui, selon vous, quelles devraient être les priorités de ce Conseil national de transition? Permettez-moi d'abord de relever 2 faits majeurs qui concernent un peu les États dont on parle aujourd'hui, donc à savoir le Burkina, la Guinée et le Mali. La première chose, c'est que vous avez des militaires qui prennent le pouvoir avec une facilité déconcertante, qui arrivent et qui ne maîtrisent pas les rouages du pouvoir politique. Donc ils sont confrontés à la réalité du pouvoir, ils sont en train de faire comme s'ils se cherchaient. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, vous les avez, ils sont là,
Ils gouvernent, ils détiennent un peu les rouages du pouvoir, mais malheureusement, ils n'ont pas la légitimité électorale qui puisse leur permettre de faire les réformes. Et c'est là que vient le problème avec la CEDEAO et certaines instances internationales, surtout les partenaires techniques et les partenaires financiers. Pour le cas du Mali, c'est pratiquement ce qui se passe au Mali qui se passe quasiment en Guinée, avec une confusion sur qui doit mener les réformes. En Guinée, on se pose des questions. Qui doit mener les réformes? Il y a la refondation de l'État. Il y a, par exemple, beaucoup de choses qu'il faut faire en matière de gouvernance. Il y a le redécoupage de la carte électorale du point de vue politique, parce que c'est ça qui est à l'origine des problèmes, aussi bien en Guinée qu'au Mali. En Guinée, Alpha Condé a été accusé d'avoir modifié la carte électorale pour pouvoir faire en sorte de donner beaucoup plus de poids politique à ses bastions. Les bastions qui sont favorables, surtout du point de vue ethnique, qui sont favorables un peu à sa politique, à son pouvoir. Au Mali, également, c'est ça qui se passe, quasiment. Vous avez des zones où on n'a pas accès, qui ne votent pas depuis pratiquement plusieurs années maintenant. Et le régime est venu et il s'est rendu compte qu'il y a aussi des zones qu'il faut donner beaucoup plus de poids politique. Et ça, c'est des questions qu'il faut régler, c'est des questions de fond. Je ne parle même pas de la gouvernance économique, je ne parle pas de la gouvernance politique, sécuritaire, etc. Ça, c'est des questions de fond. Mais au fond, qui doit mener les réformes? Est-ce un pouvoir qui jouit d'une légitimité électorale ou bien seulement un pouvoir de transition? Et le problème du Mali, c'est ça, les blocages. Parce que la feuille de route que le régime a présenté, la CEDEAO a jugé, et les partenaires techniques, les partenaires internationaux aussi, l'Union européenne, la France, etc., ont pensé que ces réformes, certaines de ces réformes doivent être mises en place et menées par un gouvernement qui jouit d'une légitimité électorale. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle ces partenaires ont appelé ces régimes à aller vite vers des élections. En fait, une transition reste une transition. Hein. On gère, on évacue les affaires, mais on ne prend pas de décision majeure sur l'avenir du pays. Surtout quand dans les actes, il parle des questions macroéconomiques et financières, des questions d'emploi des jeunes, cela ne relève pas du ressort d'une transition. Ça ne relève pas du ressort d'une transition. Et donc, je pense que pour ce qui concerne la Guinée aussi, l'objectif devait être tourné vers ça. Faire en sorte de mettre en place les bases d'un État démocratique qui fonctionne, d'un État de droit, mais aussi un État qui puisse faire en sorte de garantir à chaque citoyen, par exemple, sa liberté, que ce soit la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre, etc., etc., la mise en place des libertés. Et je crois que la transition devrait s'arrêter là, ça devrait être sa feuille de route. Les réformes en profondeur doivent être menées par les gouvernements qui sont démocratiquement élus et qui jouissent un peu d'une légitimité électorale. Aujourd'hui, Kourouma, qui a été désigné par décret par le colonel Doumbouya comme président du CNT, est très contesté. Vous l'aviez dit tout à l'heure, surtout à cause de sa proximité avec l'ancien Premier ministre ou bien le tout dernier Premier ministre d'Alpha Condé. Aujourd'hui, par rapport à cette situation-là, est-ce que cela ne justifie pas aussi la situation qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire cette contestation? Mais également en contestant aujourd'hui Kourouma juste parce qu'il était proche de l'ancien régime, est-ce que cela ne remet pas en cause les promesses faites par Doumbouya qui a appelé à l'unité, qui lui se veut d'être inclusif, de rassembler tous les franges de la société guinéenne, comme il l'a fait au niveau du CNT. Il me semble que même le RPG a un représentant au sein du CNT parmi les membres des partis politiques. Donc aujourd'hui, en voulant exclure une personne ou bien en contestant une personne parce qu'elle a été proche de l'ancien régime, est-ce que cela aussi ne remet pas en cause les engagements du gouvernement de transition? Oui, le gouvernement fait de son mieux. Peut-être qu'il y a une mauvaise évaluation de la situation. Et aussi, le gouvernement n'a pas été très regardant sur les profils, parce que certains de ces profils, quand même, lui, ont été pratiquement présentés par les partis politiques de manière générale. Sauf, par exemple, le cas du président de la transition, qui relève un peu de l'action discrétionnaire, si on peut le dire ainsi, du chef de la transition, à savoir le colonel Doumbouya. C'est lui-même qui a choisi cette personnalité. Moi, je me suis dit, quand j'ai appris que c'est lui qui a été choisi, que ça peut constituer, par exemple, ce qu'on pourrait considérer comme étant le premier faux pas en matière de décision du régime qui est arrivé, du régime du président Doumbouya. Parce que quand même, il devait être regardant et savoir, par exemple, que nommer une personnalité à un organe aussi important créerait des frustrations et même des blocages politiques qui vont perturber en fait l'outil de transition en quelque sorte. Et c'est ça qui est en train de se passer. Même si à côté, il faut louer quand même un certain nombre de choses qui ont été mises en place. Il y a beaucoup quand même d'acquis mis en place par le régime de la transition depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir. On les a vus à l'œuvre avec le retour des personnes qui étaient indésirables dans leur propre pays. Dadis, le général Konaté, etc., etc. Ça aussi, c'est des acquis. Mais à côté, il n'a pas été regardant sur ce profil-là. Et donc, ce qui explique la mise en place de cette
large plateforme politique, c'est aussi le fait que les frustrations qui sont à l'interne, au sein de l'organe de la transition, peuvent générer des blocages qui peuvent être insurmontables. Ou bien, en tout cas, que les acteurs mettraient beaucoup de temps à surmonter. Alors que le pouvoir doit aller vite. La Guinée a besoin quand même de respirer. La Guinée a besoin de faire en sorte qu'on lève toutes les sanctions qui sont brandies au-dessus de la tête non seulement des personnalités politiques, mais aussi de la Guinée. Et on va encore vers beaucoup plus d'acuité pour ce qui concerne les sanctions. Donc c'est pour ne pas connaître cette situation de blocage et pour ne pas aussi voir un régime militaire se pérenniser, parce qu'ils commencent à prendre goût au pouvoir, les militaires. Ce ne sont pas des gens qui viennent, qui règlent des choses et puis qui repartent. Certes, ils règlent des choses, mais ils sont là aussi pour peut-être prendre le temps qu'il faut avant de partir. Alors que ça ne favorise pas le bon épanouissement des populations de la zone et puis ça ne permet pas aussi à nos pays d'aller vers l'idéal démocratique tant chanté depuis quelques années et vers lequel, par exemple, nous orientons. Et aujourd'hui, Mame Gor, à côté de ces autorités militaires qui incarnent la transition, quel rôle aujourd'hui devrait jouer la plateforme des partis politiques guinéens pour une réussite de cette transition-là? Puisque ce sont des gens aussi qui ont une certaine expérience de la gestion de l'État. La plupart sont d'anciens ministres de différents gouvernements guinéens. D'autres, des gens qui ont été engagés dans la société civile guinéenne ou dans d'autres franges de la société. Quel rôle aujourd'hui ils pourraient jouer dans la réussite de cette transition-là, surtout au sein de cette plateforme? Moi, je pense au sein de cette plateforme, il joue d'ailleurs un rôle intéressant. Cela veut dire le rôle d'alerte. Il tire l'attention des citoyens, de la junte sur pas mal de choses. Donc sur le profil des personnages, des personnalités à choisir et autres. Bon, mais il faut aussi un peu de bémol par rapport à ces profils. Parce que souvent, comme dans nos États, c'est le même personnel politique qui tourne. Souvent, bon, si on voulait chercher des personnalités politiques qui n'ont pas goûté au pouvoir en Guinée, ça risque d'être très, très compliqué. Ça risque d'être très compliqué. Mais est-ce que la Guinée n'a pas réussi ça également, surtout dans la constitution de son gouvernement et du CNT, oui. Puisque la charte disait que la charte soutient que tout membre des instances de la transition ne pourrait pas se représenter aux élections à venir. Donc le constat qui a été fait, c'est que pour la plupart, ceux qui constituent le gouvernement, comme le CNT, ce sont des couteaux de seconde main, si je peux l'appeler ainsi. Ou bien ce ne sont pas carrément les leaders, ceux qui incarnent carrément la politique en Guinée. Oui, je pense que... Donc, est-ce qu'ils n'ont pas réussi cela chez eux pour cette transition? En tout cas, pour un début. Oui, pour un début, c'était bien, parce que dans tous les cas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'avoir un homme neuf, comme ils le disent, qui n'est pas intéressé par la chose politique, ou bien qui n'a jamais fait de la politique, ou bien qui n'a pas peut-être participer à un gouvernement. Même s'il n'a pas participé à un gouvernement, il peut être dans l'administration et autres, quoi. Donc, avec nos États, les administrations et les partis politiques sont prêts, c'est un link, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, la plateforme est là pour jouer son rôle, le rôle d'alerte. En plus du rôle d'alerte, elle a une force de proposition. C'est que quand même, il y a de fortes personnalités, c'est Louleline Diallo, pour ne citer que cet ancien Premier ministre, chef de l'opposition. Il y a aussi d'autres personnalités. L'IRDG avec Ouriba et tout. Il y a beaucoup de personnalités qui ont montré assez de volonté de bien faire, qui ont des qualités intrinsèques et qui peuvent apporter quelque chose à la junte et qui le font. Mais je pense que souvent, il faut beaucoup de subtilité, beaucoup de souplesse pour s'en sortir. Autant les militaires doivent s'entourer de compromis, souvent pas de compromission, autant ceux qui sont en face aussi doivent pouvoir comprendre certaines considérations. Parce que même au niveau des militaires, Doumbia, ce n'est pas un homme neuf, il était aussi, il travaille avec l'ancien président. Donc, bon, les gens disent que même il était proche. Donc il faut un peu de souplesse, de compréhension pour pouvoir avancer. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que les choses ont freiné. Ça ne bouge pas, et que si ça ne bouge pas, ça peut engendrer d'autres difficultés
des difficultés internes. Souvent, les gens parlent de difficultés internes, souvent ils parlent de petits problèmes d'ego, même sur le cas Alpha Condé, avant qu'il ne parte, il y avait tout un débat autour de ça. C'est ce qu'on a connu au Mali entre Bandao et Goïta également. C'est ça. Donc, ce qui se passe au Mali comme au Burkina, il y a aussi des intérêts qui sont divergents. Les militaires ne sont pas là comme ça, ex nihilo. Souvent, chacun a son idée. Les gens essayent de les infiltrer. Ils essaient de contrôler. Parce que c'est un enjeu. La Guinée, c'est un enjeu stratégique. C'est un enjeu géopolitique qui intéresse aussi autant les forces occidentales que d'autres forces qui pourraient avoir des intérêts particuliers. Et René, comme l'a dit Mamgour, cet enjeu géopolitique, aujourd'hui on le voit que ce soit en Guinée, que ce soit au Mali, que ce soit au Tchad, que ce soit même aujourd'hui au niveau du Burkina, qui a connu dernièrement un coup d'État. Est-ce qu'aujourd'hui sur le continent africain, il n'est pas en train de se jouer un tournant décisif dans la géopolitique même du continent face à cette guerre froide-là qu'on voit entre la Russie, l'Union européenne ou bien certains pays de l'Union européenne et les États-Unis? Oui. Le continent est un enjeu géopolitique, comme il le dit si bien. C'est un enjeu géopolitique parce que le continent pratiquement fait partie des terres qui restent actuellement pratiquement dans le monde, soit à reconquérir, soit en tout cas qui ne sont pas totalement conquises. Et d'ailleurs, dans son dernier discours au Parlement européen, le président Macron a soutenu que devant le Parlement européen, il a soutenu que l'avenir de l'Europe se trouve en Afrique. Ouvertement dans son discours au Parlement. Justement, c'est le positionnement géopolitique et géostratégique qu'on a noté depuis quelque temps. Géostratégique du point de vue militaire. Parce que si on veut combattre dans certaines parties du monde, forcément, il faut passer par le continent africain. On a vu par exemple que dans le passé, par exemple, pour les militaires qui utilisent les armes, qui utilisent le Pacifique, ils ont beaucoup de cantonnements à Djibouti. Et dernièrement, il y a même une base chinoise à Djibouti et il y avait des militaires pratiquement français et occidentaux de manière générale qui sont stationnés à Djibouti. Et ça, c'est la situation pratiquement dans beaucoup de pays du continent. Ici au Sénégal, on n'en parle pas. Il y a des stationnements de temps en temps de soldats pratiquement de toutes les armées du monde, dernièrement, surtout les Américains. Et on a constaté que l'Occident organise de plus en plus des exercices militaires, surtout les Américains avec les opérations Finlock. Les gens disent même, il y a des rumeurs selon lesquelles tous les coups d'État qu'on voit, parce que les 3 acteurs des coups d'État de la sous-région ont participé aux dernières opérations, en tout cas aux entraînements militaires Finlock, dirigés par l'opération, par les Américains. Donc il y avait le colonel Doumbouya, il y avait Goïta, il y avait le lieutenant-colonel André du Burkina Faso. Donc les gens se disent que bon, c'est aussi stratégique. Ça, c'est du point de vue géostratégique. Mais du point de vue géopolitique aussi, le continent intéresse pratiquement tout le monde. Et je crois que la France est en perte de vitesse parce qu'il y a de nouveaux acteurs qui se sont positionnés et bien positionnés. Je veux citer la Chine, pratiquement qui a pris une place prépondérante en matière de gouvernance et surtout en matière dans le domaine économique dans pas mal de pays. Et la Russie également qui de plus en plus gagne du terrain. Oui, la Russie vient du point de vue militaire seulement. Mais pourquoi la Russie... Mais est-ce que le point de vue militaire n'est pas la porte d'entrée également? C'est une porte d'entrée pour le point de vue militaire. Mais en vérité, dans la coopération entre les Russes et certains pays africains, il n'y a pas de nouveauté en quelque sorte. Par exemple, la seule nouveauté qu'on peut relever, c'est en Centrafrique. Mais dans les pays dans lesquels les Russes interviennent, il y a souvent des accords militaires qui existent depuis 1960. Je donne le cas du Mali. Vous avez même des officiers supérieurs maliens qui sont formés en Russie. Le cas d'Assimi Goïta. Assimi Goïta et pratiquement toute sa cour militaire. Vous pouvez, pratiquement les 3/4 des soldats qui sont dans le comité sont formés en Russie. Mais ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Même au Mali, vous retrouverez des gens qui sont à la retraite, des personnalités qui ont exercé de hautes fonctions dans l'État, mais qui ont fait leur formation initiale pratiquement en Russie. En tout cas, si ce n'est pas en Russie, c'est dans l'un des pays de l'ex-URSS. Et ici au Sénégal, vous avez aussi les anciens de la gauche, qui ont fait pratiquement Mais le Sénégal n'avait pas cette coopération avec la Russie. C'est le Mali qui avait signé une coopération technique comme celle-là avec la Russie. Et donc ça existait depuis longtemps. Maintenant, du point de vue militaire aussi, les Russes sont en train de se positionner, mais en profitant des faiblesses des Occidentaux. Surtout les faiblesses de la France. En un moment, la France a pensé que tout était acquis sur ce qu'on appelle ces précarés du continent, en ignorant
que vous pouvez élire des gens, mais il y a aussi l'opinion publique que vous devez être contrôlé. C'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, les Russes ont pris énormément d'avance sur les Occidentaux sur le continent. Parce qu'ils ne sont pas seulement limités à agir, ils sont aussi sur les réseaux sociaux. Ils sont aussi dans la formation des opinions publiques. Et ça, ils le font de manière vraiment très habile. Et c'est ça qui les aide un peu à davantage se positionner. C'est ça qui explique la position qu'ils ont acquise au fur des années dernièrement. Et je crois que c'est pour ça que la France a du souci. En un moment, la France, les États comme le Sénégal, etc., n'étaient plus, par exemple, le souci premier des gouvernements français. Même si pour Chirac, c'était vraiment l'ami des Et là, on est presque à la fin de cette émission. Et j'ai envie de demander à Mamgor sur quelques secondes, si je peux le dire ainsi. Selon vous, quelle durée pour la transition, quelle durée raisonnable est raisonnée pour la transition en Guinée? Bon, à tout ce qui attend les autorités. Bon, je ne veux pas être prétentieux, mais 2 ans, je pense que 2 ans, ça suffit largement. 18 à 24 mois. Oui, 18 à 24 mois, ça suffit largement pour une transition. 18 à 24 mois pour la transition en Guinée. Espérons que l'appel sera entendu par les autorités militaires dirigées par le colonel Doumbouya. Je rappelle que nous recevions M. René Massig Diouf, journaliste et docteur en sciences politiques. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci également à Mamgor Ngom, journaliste, analyste politique. Aussi un plaisir de vous avoir reçu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci également à l'équipe technique qui nous a facilité la préparation et la réalisation de cette émission. Merci à vous également qui nous suivez et très bonne suite de programmes sur nos antennes.